Salut, nous sommes mardi, deuxième jour de la semaine et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur le rendez-vous de midi. Prenez du plaisir en notre compagnie, le temps de 45 bonnes minutes d'antenne en direct et le plateau est bien garni. Aujourd'hui, nous parlerons évidemment bien-être avec le coach Zinwedo. Nous parlerons de mode et de stylisme et puis en info actualité, nous parlerons de l'édition 2025 du FESPACO avec des sachants du domaine. Mais pour nous installer déjà, je vous amène avec le duo Connaisse et Don, vice-champion de la catégorie meilleure collaboration au Bénin Top 10 2024. Voici Doubé. Il croyait que j'étais fini, fidèle mon léon, ouais, à clou non casemido. Pédé, ouais, do, mendele, jolo, bobapo, pédo, toco, blo, ani, hutu, et non, savo. Doubé, nous, mimbo, chou, 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 Doubé, maman, c'est bombé, chou, chou, y'a chou, et les cheveux, tu bombé, Bemando yo me amo gali soku de run ya utoto. Aprende jeme run refutu. On a une vie mais de matuso. Taba pelu jeli sheun. Mekana toli susi ubo wenrun. Daje soto loni vavi kudo agele tomingo en avant. Jackie boy encore de partner de blotorime. Je vois kodo tout le temps no de vivime. Me mare nunde wape. Mon jeme malaise nunde ko putomo. Edamo de lete. Everyday chile pour chile. Si jawe amisukae. Kobe amateur de enveloppe pour arrêter comme il faut que j'étais fini, fidèle mon léon, ouais, à clou non casemido. Pédé, ouais, do, mendele, jolo, bobapo, pédo, toco, blo, ani, hutu, et non, savo. Doubé, nous, mimbo, chou, 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 Doubé, nous, mimbo, chou, 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 est-ce que à mon ojo si la tida pour nos jamais on est à nos fonds mon quand on est non encore le septo sous les problèmes ne finiront jamais frère qui vivent avec ça m'accompagne oublie à toi chez t'as le permis de le cocher fais vivre tu es de chez champagne whisky de chez on oublie à toi chez t'as le permis de le cocher la vie c'est la joie mon nom de quand j'étais à terre, il croyait que j'étais fini. Fidèle mon léon, ouais, à clou non casemido. Pédé, ouais, do, mendele, jolo, bobapo, pédo, toco, blo, ani, hutu, et non, savo. Doubé, nous, mimbo. Everyday chile pour chile. Si jawe amisukae. Kobe amateur de enveloppe pour arrêter comme il faut de côté. Assez grandi, veille de bodou, mon couillon, veille de bodou, assez grandi, veille de bodou, mon couillon, veille de bodou, assez grandi, veille de bodou, mon couillon, veille de bodou, assez grandi, veille de bodou. Ce programme vous est présenté par la compagnie Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Merci de votre fidélité au rendez-vous de midi. Merci également à Connaisse et Don de nous installer sur ce numéro. On va ouvrir les ventes des rubriques maintenant. Et la toute première rubrique, vous le savez, les mardis, on parle santé, on parle bien-être avec le coach Zinwedo. Voici. Coach Zinwedo, bonjour. Bonjour, cher ami. Bon midi à vous. Merci. Et c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois sur ce plateau. Et les téléspectateurs en raffolent parce que qui veut se négliger, qui veut négliger sa santé? Ça. Alors, on parle aujourd'hui des bienfaits du magnésium et les aliments qui en contiennent. Absolument. Alors, quelle typologie de vitamine est le magnésium? Alors, le magnésium, ça fait partie des micronutriments. Les micronutriments, c'est rien que d'autre que les magnésium, les calcium, les oligo-éléments, l'eau,
l'organisme en a besoin pour l'entretien. Et en fait, les macronutriments, c'est les lipides, les glucides et les protéines. Mais à certains âges, il faut se référer aux micronutriments qui vont te maintenir. C'est quand tu ne prends pas des vitamines, du magnésium, tout ce qu'il faut, on est toujours croulant, on est fatigué parce qu'on est plus dans les macronutriments et ces macros nous créent des inflammations. Donc le magnésium est très important dans notre vie qu'on doit prendre pour se maintenir, pour bien dormir, parce que c'est un minéral qui favorise le sommeil. Et c'est un minéral qui métabolise les glucides et les lipides. Donc quand tu prends par exemple de la pâte, du igname, du curry, de tout ce que tu veux, c'est sucré, il est là pour métaboliser cela. Et quand il métabolise, ça veut dire qu'il n'y aura pas des déchets, des toxines dans l'organisme. Et là, banalement, tu dors bien. Donc, le minéral magnésium est très important dans notre vie, surtout au quotidien. Un individu doit avoir au moins 110 mm de magnésium par jour. Et s'il peut avoir ça dans son alimentation, je pense qu'il n'y aura pas de problèmes comment on appelle, de constipation, d'insomnie, de la crampe, peut-être il a aussi des problèmes musculaires, des faiblesses musculaires. Si vous m'excusez, il y a des gens qui font le massage, ils font toujours le massage et disent, on m'a dit de faire le massage, mais tu fais le massage, mais tu ne te banques pas en magnésium, tu ne manges pas en magnésium. Là, tu auras la faiblesse musculaire associée à la rupture du calcium, du magnésium, du sodium. C'est ça qu'on appelle les ions. Et finalement, tu te retrouves dans une faiblesse musculaire. Et cette faiblesse musculaire peut agir sur ton organisme. Alors, il faut avoir des programmes alimentaires basés sur du magnésium. Justement, parlant du programme alimentaire basé sur le magnésium, vous avez proposé nous faire un petit exposé sur quelques aliments qui pourraient nous apporter à notre corps du magnésium. Alors, je prends par exemple les légumineuses. Les légumineuses, ici, nous avons le vanzon, nous avons l'haricot rouge, nous avons les lentilles, nous avons aussi les noix sèches. Les noix sèches ici, c'est, je prends par exemple la noix de cajou non beurrée. Alors, quelqu'un qui prend 50 grammes de cajou non beurré, qui équivaut déjà à 4 cajou non beurrés bien comptés, ça lui apporte déjà 50 grammes de magnésium par jour. La noix de cajou, pourquoi non beurrée? Oui, non beurré parce que ce qui est beurré, ça a trop de toxines, ça a trop de gras. Et l'individu peut-être... Parce que nous n'avons pas l'habitude de manger en portion. Quelqu'un qui prend une bouteille de noix de cajou, il peut vider ça avec une bière sans savoir que c'est des conséquences. Parce que l'excès crée des discontinuités. J'en connais. Voilà. Il y a un fanatique de cette façon de manger là. Bon, donc, que je ne dénonce pas ici sur le plateau. Donc, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. On doit en consommer, mais l'organisme en a besoin pour jouer son rôle. Mais nous, on exagère. Alors, quand je quitte le noix de cajou, je prends... On reste dans les noix. Vous avez parlé du arachide aussi. Hein. Oui. Il y a aussi la banane. La banane, il y a une banane qu'on appelle sautoumon, à peau jaune. C'est une banane gorgée de magnésium. Un individu qui a manque de magnésium, qui prend au moins 2 bananes, parce que nous avons des variétés de bananes. Ce qu'on peut trouver à l'instant au Bénin, à Cotonou, il y a banane à peau jaune, il y a plantain, il y a planta. C'est 2 choses différentes. C'est quelle banane on a à l'écran là? Voilà, ça c'est banane planta. Planta, c'est, en fond, on dit bamekekui. Ça vient du bas-fond. Donc, vous verrez que c'est un peu acide sucré. Ouais. Voilà. Et la banane sautoumon, lui, elle est un peu très sucrée. Et plantain aussi très sucré. Alors, ce qui est très sucré, il faut faire beaucoup attention. C'est pourquoi il faut baser sur la portion. Dans notre tête, on a besoin de quelques milligrammes de magnésium pour fonctionner. Donc, quelqu'un qui prend par exemple la banane, cette banane 2 seulement le matin, ça lui apporte déjà plus de 100 millilitres de magnésium. Et nous qui nous attaquons à un régime de banane. Ça a des conséquences. Ah ouais. Oui, parce que on est en surmagnésium alors. Très bien, en hypermagnésémie. Et là, tu peux avoir peut-être trop de sommeil. Parce qu'on a dit que l'élément favorise le sommeil. Donc, quand tu en consommes de trop, tu peux commencer par dormir. C'est pourquoi, quand tu prends ta banane, après, il faut cocher d'autres bouillies pour te régulariser. Alors, nous avons le cacao. Le cacao, parce que le cacao
alcalin, le cacao acide. Donc, il faut faire attention sur le cacao. Et en achetant souvent, il faut qu'on vise le taux, le pourcentage de cacao. Les gens mettent souvent 75% de cacao, 95% de cacao. Vous verrez que 95% est très amer. Et quand c'est amer, parce que je le dis souvent ici, ça c'est du chocolat noir. Très bien. Bien noir, ouais. Mais beaucoup achètent au lait. Ah non, en fait, faisons beaucoup attention. Quand il y a le lait, c'est pour nous les enfants, on n'aime pas ce qui est toi, mais... Voilà. Il y a la patate douce aussi, à peau rouge. La patate douce, oui, à peau rouge. C'est très riche en magnésium et j'insiste que nos enfants en consomment. Parce que nous sommes en temps, bientôt les examens, il faut qu'ils commencent par consommer du magnésium pour renforcer la mémoire. Et je prends aussi le taro. Le taro, c'est... qu'on a vu passer là, Voilà, le taro, c'est très important, c'est riche en magnésium. Et même les personnes âgées peuvent faire ça en farine de taro pour faire la pâte et consommer. Donc, le magnésium est très important pour notre pensée, notre activité. Et commençons par insérer ça dans notre mode de vie alimentaire. On peut varier. Le lundi, on peut prendre la banane. Le mardi, patate douce le matin, sautée. Le mercredi, un peu de noix de cajou, d'arachide, grillée en coque et renforcée par la vitamine C. Le jeudi, on peut prendre un peu d'avocat. Le vendredi, ainsi de suite, on varie et finalement, on n'a pas de problème de vitamines et de minéraux. Parce qu'on a ce problème au Bénin. Et les gens ont des douleurs, des fatigues, des courbatures. On va à l'hôpital, le médecin va faire ce qu'il faut, mais tu as l'âge de te banquer en vitamines et en magnésium. Et cessons de prendre des jus de fruits en sucre. Si nous prenons des jus de fruits en sucre, ça veut dire qu'on a toujours des problèmes de manque de magnésium. Coach Patrick Zivouedo, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et vous venez de nous faire un brillant exposé sur l'importance du magnésium dans le corps et surtout pour l'équilibre de notre santé. J'espère vraiment que nos téléspectateurs vont prendre cela en compte et apporter combien de milligrammes, vous avez dit? 110 milligrammes. 110 milligrammes de magnésium par jour à leur organisme. On va se retrouver la semaine prochaine. Absolument. Voilà, le temps pour nous d'introduire la rubrique Mode et beauté avec Eric Aiko. Alors, mode et beauté, Eric, bonjour. Ça fait un moment, hein? Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on ne parle pas d'un vêtement spécifique. On veut parler d'un sujet lié à votre corporation, à votre profession. En stylisme et modélisme, on refuse pour ceux qui ont instruit ailleurs. Alors, la réflexion est arrivée de quoi? Bon, il faut dire, généralement, les gens parlent de l'artisanat ou bien de la mode. Quand on parle du stylisme, modélisme, on a l'impression que c'est un métier qui est réservé notamment à ceux qui ont échoué à l'école, ceux qui n'ont pas pu briller pour s'en sortir dans les études et viennent, comment on appelle, siéger dans l'artisanat ou bien dans la mode, histoire de se chercher. Alors que ce n'est pas ça, c'est une mauvaise lecture de ce fait-là. Parce que même si nous prenons la formation de façon, entre griffes, archaïque, et les gens, les artisans, les formateurs, ils ont les tailleurs couturiers ou tailleurs couturières ont leur méthode d'évaluation avant de prendre les apprenants. C'est-à-dire lorsque les parents viennent inscrire les apprenants, on inscrit l'enfant et le patron ou la patronne prend l'enfant et travaille avec lui sur une durée d'1 à 3 mois, histoire de voir ses aptitudes et ses compétences pour voir si est-ce que l'intéressé peut tenir dans le domaine. S'il n'a pas les aptitudes qu'il faut, le patron appelle les parents pour lui notifier que suite à la période d'essai, que l'enfant ne pourra pas répondre
à la formation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est surtout une question liée à la sociologie, à la culture de chez nous, où entre-temps, quand les enfants ne réussissent pas à l'école, on dit, bon, souvent dans d'autres patois, on dit, un boy tu iras en apprentissage, tu iras apprendre la coiffure, couture, c'est souvent les deux vers lesquels on oriente. Du coup, que les gens pensent que c'est un exutoire pour ceux qui n'ont pas réussi sur le plan scolaire. Oui, c'est également lié aux faits sociologiques parce que, comme vous l'avez si bien dit, il y a dans d'autres langues, on dit taïman seweya dans c'est-à-dire lorsque votre tête n'est pas apte pour pouvoir enregistrer les cours à l'école, vous serez obligé de traîner les bagages. Et traîner les bagages, on vous envoie vers les métiers artisanaux. Alors que ce n'est pas ça, c'est lorsque vous étudiez, lorsque vous avez un bagage intellectuel, vous êtes mieux appelé à exercer proprement, avec soin, avec plus de rigueur, et les métiers de l'artisanat. Oui, la chose est maintenant un peu plus perceptible depuis que les écoles de formation, les écoles formelles reconnues par l'État ont commencé à s'installer dans le pays. Je suppose maintenant, il y a quoi, 7 ans, 8 ans, on a aujourd'hui des écoles de formation en stylisme et en modélisme. Oui, c'est vrai. Et actuellement, il y a une lecture plus ou moins acceptable de ces métiers-là. Parce que la mode prend de la valeur, sinon l'artisanat prend de la valeur aujourd'hui. Et il faut dire, il y a certaines filières universitaires aussi qui ont montré leurs limites en ce qui concerne l'emploi. Donc du coup, chaque jour que Dieu fait, les gens constatent que ceux qui ont un métier pratique s'en sortent mieux. Donc les écoles de mode et autres là permettent aujourd'hui à ceux qui sont instruits de s'affirmer, de rentrer facilement dans le métier et de s'y prendre et d'évoluer. Aussi, il faut noter qu'en dehors, puisque ces écoles, moi je souhaiterais qu'il y ait un moyen pour pouvoir évaluer les compétences qui se donnent dans ces écoles. Puisque c'est un métier pratique, il ne faudrait pas que ça soit seulement de la théorie, puisqu'on rencontre sur le terrain des gens qui font des écoles de mode et qui ne pourront pas faire des... Dessiner un patron, par exemple. Dessiner un patron. Même au niveau quand nous parlons du modélisme, c'est aussi... c'est celui-là qui est appelé à maîtriser le parcours pour l'assemblage et pour le montage du croquis qu'a réalisé le styliste. Et on constate qu'il y a ces manques-là. Parce que dans les écoles, souvent, il y a un manque de commandes. La majorité des écoles ne sont pas ouvertes à la clientèle, à la demande des clientes et des clients. Les gens ne viennent pas commander. Donc du coup, lorsqu'on fait des modules, le formateur vient et il dit, bon, par exemple, la chemise à col rond que vous avez portée, on enseigne et le professeur, le formateur vient et il fait la coupe et il passe à l'assemblage et vous suivez. Lorsque vous suivez, on vous demande de réaliser ça à la maison et d'emporter pour qu'on voit les insuffisances. Il y a des gens, lorsqu'ils ne sont pas dotés de mental fort, ils vont vers les maîtresses couturières ou maîtres couturiers et leur demandent de leur réaliser ça et viennent montrer à leurs responsables, histoire de ne pas se faire humilier ou bien accepter facilement les reproches. Quand c'est comme ça, ou bien vous réalisez une seule fois le vêtement et on passe à autre module, alors que c'est un métier pratique, ça ne donne pas à l'apprenant les aptitudes pour pouvoir exercer à la fin de sa formation. Très bien. Je suggère qu'on revienne sur un autre numéro sur les aptitudes à avoir pour entrer dans le métier de styliste et modéliste. On va revenir en parler sur ce plateau parce que le temps, il nous poursuit cette émission. Le temps pour vous de regarder droit dans cette carrière, de parler à un parent d'élève sur l'opportunité d'inscrire les enfants dans des filières du genre, pas parce qu'ils ont échoué ailleurs. Oui, et chers parents, aujourd'hui, la mode, les métiers de l'artisanat, ce ne sont pas des métiers dans lesquels il faut envoyer des enfants parce qu'ils ont échoué ailleurs, mais c'est des métiers où, ayant des bagages intellectuels, facilitent l'assimilation, la formation en leur sein et pour comment on appelle, une meilleure évolution de ces métiers-là en République du Bénin. Merci beaucoup, Eric. J'ai fait attendre le coach Sivouedo Siaman pour qu'il puisse voir cet exposé magistral que vous avez fait sur l'opportunité de l'artisanat, à présent qu'il est bien au fait
de la question, il peut prendre congé de vous. Merci, vous êtes convaincu, non? Très convaincu. Quant à nous, Dieu merci. On se retrouve la semaine prochaine. Et on va recevoir Nourenou Saïdjo, qui est réalisateur, producteur de films. Il va s'installer là parce que dans un court instant, on parle du FESPACO 2025 avec lui. Pendant qu'il s'installe, le jingle de Ma Plume, Ta Voix va se mettre à l'écran pour que nous puissions recevoir notre invité. Voilà, Ma Plume, Ta Voix, cette rubrique qui reçoit les littéraires, les écrivains, les hommes, les acteurs du monde de la littérature, reçoit une jeune écrivaine, Abigail Fiossi. Bonjour. Bonjour. Merci. C'est la timidité ou quoi? On vous entend à peine. Alors, Abigail Fiossi, je savais que vous êtes écrivain et vous venez nous présenter votre premier roman, Noces d'enfer. Oui. Noces d'enfer, qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre-là? Bonjour à nouveau. Ce qui a inspiré Noces d'enfer, c'est le confinement. On était tous confinés, j'écrivais depuis la classe de 4e. Au moment du confinement, je n'allais nulle part. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas élargir mes textes et faire un roman? C'est à ce moment-là que vous avez donc vous êtes mis à écrire. Alors, pourquoi ce titre-là? C'est quand même un titre qui choque dès la première lecture, Noces d'enfer. Je suis une amoureuse de la lecture. Et ma coqueluche, c'est Agatha Christie. Elle est auteure de romans horreur. Et la majorité des romans que j'ai lus, elle en est l'auteur. Donc, je regarde beaucoup les films d'horreur aussi. Tout ce que j'aime, c'est les drames. C'est ça. C'est rare d'avoir une femme dans cette typologie qui aime de l'horreur. Alors, la trame de votre roman? C'est l'histoire de deux jeunes femmes qui se sont mariées. Et elles pensaient à... Deux jeunes femmes? Oui, c'est deux mariages qui se sont mal passés. Ok. Qui se sont mariées, les deux femmes se sont mariées ou se sont mariées de façon séparée? C'est deux couples? C'est deux couples. Ah, voilà. Comme ça, c'est un peu plus clair là. Ah, ok. C'est deux mariages. Alors, d'accord, oui. La première, elle s'est mariée et elle est restée au pays, là où elle a passé sa nuit de noces, parce qu'il y avait le confinement, donc toutes les frontières étaient fermées. Et l'autre, elle s'est mariée juste après le confinement. Elle pensait avoir trouvé le rhodium argenté, mais le soir de leurs noces, elles vont se rendre compte qu'elles allaient vivre le cauchemar de leur vie. De leur vie. C'est-à-dire que vous faites vivre l'enfer aux deux jeunes femmes, chacune dans son couple, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une possibilité pour une de vivre quand même quelque chose avoisinant le bonheur. Oui, je suis chrétienne, donc il y a une qui s'en est sortie grâce à la prière. Et il y a une autre, elle est morte. Ok, d'accord. Christian Ouanounouko, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous aimez les drames, vous? J'aime les drames, mais pas jusqu'à ce point. Je suis vraiment sidéré par sa dynamique et puis la facilité avec laquelle elle présente son projet. On a vraiment envie de lire, voilà, et de nous enrichir. Absolument. Alors, votre roman Noces d'enfer est sorti et disponible, je suppose, dans les librairies. Alors, combien de pages? 150 pages. 150 pages. Très bien. Bon, donc, on va inviter les lecteurs à se procurer ce roman-là. Est-ce que vous avez d'autres projets? Oui. Dans la veine de Noces d'enfer, vous allez nous remettre de l'horreur, du drame toujours? Oui, je crois que ça sera encore du drame. Ouais, voilà. Avec beaucoup de suspense. Oui, beaucoup de suspense. Ok, allez, vous restez avec nous, Abigail Fiossi. Merci de nous présenter donc votre roman Noces d'enfer. À présent, l'invité du jour.
Alors, ce sera plutôt les invités du jour. J'ai commencé par introduire Wanou Noupo, réalisateur, cinéaste, producteur de films. Merci d'être là. Merci beaucoup. Et avec vous sur ce plateau également, Noureni Saint-Idjo. Noureni, bonjour. Bonjour. Bon midi à vous. Merci vous beaucoup. Êtes cinéaste également, réalisateur. Alors, vous deux sur ce plateau, parce que vous avez déjà plus d'une fois partagé une expérience au pays des hommes intègres. Je veux parler du FESPACO. Vous avez été plusieurs fois déjà au FESPACO. Alors, quelle est l'opportunité pour un cinéaste béninois qui est en Wanou Noupo de participer au FESPACO? Le FESPACO, c'est d'abord une fête. C'est un festival, c'est le festival du cinéma. Et le FESPACO, c'est le plus grand festival du cinéma sur le continent. Alors donc, c'est toujours un plaisir. Et puis, c'est toujours logique, normal qu'en 2 ans, si vous êtes professionnel de l'audiovisuel du cinéma, de vous retrouver au FESPACO pour partager l'expérience, pour partager les connaissances, pour échanger avec vos pairs et vivre aussi cette ambiance festive qui révèle et promeut votre profession, votre passion. Voilà ce que c'est que le FESPACO. Noureni Saint-Idjo, qu'est-ce qui a motivé votre première participation au FESPACO? Ma première participation au FESPACO a eu lieu en 2019. On était dans la délégation nationale du Bénin et c'était pas facile. La motivation était d'aller découvrir les cinémas d'Afrique. Parce que le thème de cette édition parlait de les images et l'archive. Quand nous, au cours de notre formation, vous cherchez à voir les premiers films, les premiers réalisateurs africains, ça n'existe pratiquement pas. Ou vous allez en France ou dans les pays qui ont colonisé chacun de ces pays et parfois on ne trouve même pas. Vous tapez sur le net, vous n'allez pas trouver. On a dit qu'il faut aller à la source, aller découvrir. Et on a tellement entendu parler de FESPACO. Et la première histoire qui m'a marqué, c'est la première participation du film béninois Ironou, réalisé par le doyen François Okio, qui a remporté le prix La Pêche d'Or en 1987. Et après, c'est notre grand frère Sylvain Samoussou qui a reçu le trophée Étalon d'argent en 2017. Et quand il retourne au pays et on voit l'effervescence, la presse autour, on dit bon, on a envie d'aller découvrir. Il faut aller savoir parce qu'il faut emboîter les pas aux grands pour devenir grand. Alors, Wanou Noupo, quand vous allez au FESPACO, quelle est la place du Bénin au FESPACO? Comment est-ce que les gens perçoivent le Bénin? Il a cité quelques prix que nous avons pu engranger là, mais il faut quand même reconnaître que c'est le plus grand festival de cinéma en Afrique. En Afrique, oui. En Afrique. En Afrique, oui. Voilà, c'est le plus grand festival. Donc, c'est un concert des nations faisant dans le... Et quand on parle de cinéma africain, on remarque que ce n'est pas que le cinéma africain qui est présent, ce n'est pas que les professionnels du cinéma africain qui sont présents, j'allais dire, ils viennent d'un peu partout dans le monde. Alors, quelle est la perception que les gens ont du Bénin en général, du cinéma béninois? Mais au FESPACO, les gens, il faut le reconnaître, ont une bonne perception du Bénin. Parce que d'abord, notre compatriote Jacques Béhanzin a longtemps présidé à la Confédération panafricaine du cinéma. Est-ce que vous voyez? Mais au-delà de ça... Jacques Béhanzin qui a pris par ici, qui a pris par l'ORTB. Qui a pris par l'ORTB, voilà. Et il faut reconnaître aussi qu'il y avait un Béninois à l'origine de cette belle initiative qu'est le FESPACO. Ah ouais? Oui. Ensuite, oui, au-delà de Soumano Vieira, au début, ils étaient quelques-uns qui ont eu cette fameuse idée que le Burkina a su arracher. Mais au-delà de ça, des Béninois de renom ont longtemps marqué l'histoire du cinéma africain. Dans les anciens temps, il y a eu, par exemple, le grand décorateur Joseph Kobli, qui a aussi pris par l'ORTB. Qui a pris par l'ORTB et qui a su s'imposer. Nous, on est producteurs de grandes valeurs. Ça, il faut le reconnaître. Est-ce que tu vois? Donc, il y a eu, et ensuite, après lui, celui qui l'a remplacé un peu, il a aussi pris par l'ORTB. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a eu ceux-là qui ont pu inscrire quand même le nom du Bénin dans le cinéma africain, parce qu'ils étaient sur la plupart des plateaux. Mais cela n'a pas changé non plus, parce qu'avec la jeune génération, il faut reconnaître que sur beaucoup de films
qui passent au FESPACO, qui prennent des prix, même si ce n'est pas des films signés bénin, de par leur producteur ou leur réalisateur, les techniciens béninois sont sur la plupart de ces films. Il y a la nouvelle vague des jeunes techniciens. Il y a le directeur photo, là, Alain Nounayon, qui a fait beaucoup de productions à succès. Et pas que lui, il y a Faisal comme producteur sur plusieurs films qui signe certes béninois avec son nom. Il y a eu aussi la maquilleuse Nicole Dadjo, voilà, il y a eu, qui est passé maintenant devant l'écran. Il y a eu des habilleuses, comme il y a eu, comment elle s'appelle, j'oublie son nom, il y a eu des habilleuses, il y a des scripts comme, j'oublie aussi son nom, Sovia Alexis et Alésienne. Il y a plusieurs projets sur lesquels des Béninois au niveau de la technique et au niveau de l'expertise se sont imposés. Et c'est un plaisir pour nous de se retrouver chaque fois au FESPACO pour en échanger, partager et discuter autour de ce que nous savons faire. Est-ce que le respect dû à le respect du Bénin cinématographique que vous peignez en ce moment-là est toujours d'actualité, Nouréni Saindio, au FESPACO? Au FESPACO, je vais répondre par oui et non. Et oui, en ce sens que quand on remonte un peu dans l'histoire, lorsque moi j'ai participé pour la première fois, dès que tu te présentes avec d'autres cinéastes, tu dis je suis béninois d'abord. C'est pourquoi moi j'approuve beaucoup l'initiative de Vodun Dei, c'est-à-dire on voit les gens de Vodun. Ça c'est l'élément qui m'a beaucoup marqué. On vous voit vraiment, voilà les Vodounistes, c'est les Vodun, et on vous colle cette image. Et aujourd'hui, nos aînés, tel que mon grand frère l'a dit, Christian l'a dit, Jacques Béanzin, Soumano Vieira, il y a beaucoup de noms béninois qui sont restés dans les archives. Mais quand on va au FESPACO, quand j'ai cité les prix, parce que quand on va au festival, ce n'est pas les décrocher des films, ce n'est pas les vendre le cinéma de son pays. On fait une concurrence entre pays. Quel pays fait plus de cinéma que d'autres? Quand on rentre dans cette concurrence, mon Bénin n'existe pas. C'est pourquoi je vais répondre par non de ce côté, où je prends des pays comme le Sénégal, où par exemple l'édition passée seulement, où non, suis passé avant que 2023, on a mis tout un avion pour ramasser tous les cinéastes sénégalais pour descendre. Vous voyez les gens démontrer leur force de frappe cinématographique. On se sent lésé. La Guinée est arrivée à une trentaine de personnes, professionnelles comme étudiants. Le Bénin n'a même pas une seule délégation terrestre. Donc, quand on rentre dans cette lutte-là, on voit que le Bénin est lésé. Donc, côté représentativité, nous sommes carrément en régression. Vraiment, ça il faut l'avouer. Je veux parler de la taille des délégations. Oui, la taille des délégations, oui, il faut le reconnaître. Et ça, c'est le côté festif. Mais par rapport à l'image de marque du festival, nous n'avons jamais régressé. Parce que même si nous ne sommes pas là en masse, en nombre, nous sommes là en qualité. Et autant dans les instances intellectuelles, parce que le FESPACO, c'est aussi une plateforme de réflexion de haut niveau pour l'orientation stratégique et socioculturelle du continent. En parenthèse, quand on parle de représentativité dans les jurys, on a Carole Lokosso qui siège depuis quelques années. Il y a plein de Béninois qui siègent dans des jurys du FESPACO. Claude Balogun également. Il y a aussi les grandes réflexions, les conférences, où par exemple le docteur Dorothée Doyon a toujours été là pour défendre une certaine vision, une certaine philosophie de la projection du cinéma du continent. Donc je vais dire, nous sommes un pays d'excellence, il faut le reconnaître. Donc à ce niveau, on n'a pas manqué d'être présent. Mais maintenant, sur le plan de la représentativité par rapport au nombre, par rapport à la créativité, par rapport au nombre de films, oui c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de se corriger parce qu'une nouvelle vague se forme, de nouvelles productions naissent et ça prend du temps. Je suis sûr que dans les 3 ou 5 prochaines années, nous allons faire montre. Allez, très bien. Allez, on va se pencher sur l'actualité. La sélection officielle est sortie. Le Bénin a 7 films dans la compétition cette année. 4 films d'école. On va faire rapidement un exercice. Regarder le profil de ces représentants-là et surtout analyser ensemble nos chances. Il y a Pamela Hundio qui, avec son film Cœur en panne. Assouni Benon pour son film L'enfer du décor, Godwin Humbi avec son film Lien d'amertume
Et puis Kate Djiwan avec son film Victime silencieuse. Est-ce que vous en connaissez parmi ces jeunes-là? Parlons déjà, bon, je sais que le Bénin, dans la catégorie film d'école, on a toujours été côté quantité. On a à la dernière édition, je pense qu'on en a eu 6 ou 7. Hein. Oui, on a eu 7 représentants dans cette même catégorie-là. Je pense qu'on a eu le prix du plus jeune réalisateur également. Analyse. Oui, comme vous le dites et comme je le disais tout à l'heure, sur ce plan au moins, nous sommes présents, est-ce que vous le voyez? Et la plupart de ces jeunes, et c'est ça la magie du cinéma, j'ai vu quasiment tous ces films sans avoir connu leurs auteurs, leurs porteurs, leurs réalisateurs ou leurs producteurs. C'est ce que nous disons. Et cela déjà commence par être une représentation, une poursuite, une continuation de ce qui se fait. Et je suis sûr, la plupart d'entre eux qui sont sortis d'école, s'ils ont la chance de faire un tour à l'ORTB, je crois qu'ils pourront s'imposer aussi. Très bien. Nourenou, par rapport à cette catégorie? Oui, la catégorie des films d'école, depuis l'avènement de cette, surtout, pas pour faire la pub, de ISMA, on a toujours des éléments qui représentent faillamment notre pays, et chaque fois, même si c'est un seul prix, ça vient au pays, il faut encourager. Et tel que Christian l'a dit, la génération montante, on se bat. Mais ma question à moi, dans ce sens, quand je vais continuer l'analyse, depuis la nuit des temps où ces élèves ou ces étudiants qui remportent souvent des prix, la suite. Qu'est-ce qu'il advient de leur parcours à chaque édition, nos étudiants, nos apprenants, ils remportent des trophées, on loue ça, mais il n'y a jamais de suite. Il faut un suivi, voilà, pour qu'ils soient reversés dans le monde professionnel continu. Qu'on les accompagne, qu'on leur donne les moyens de créer, de faire des œuvres, mais au retour de FESPACO, c'est fini. Je sais que vous piaffez d'intéressant de poursuivre les débats, mais vous allez peut-être le faire sur la prochaine catégorie, c'est catégorie série. La catégorie série au FESPACO où notre compatriote Kismat Baguiri est à nouveau nominée, puisqu'elle a été déjà nominée à l'édition précédente. Oui. Vous voyez, comme je le dis, ça c'est une réussite. C'est une brave dame qui se bat. Et ça, il faut le reconnaître. Et comme le disait Nouréni, voilà des personnes qu'il faut maintenant pousser plus loin, qu'il faut accompagner pour révéler ce qu'elle sait faire de bien, qu'elle fait très bien. Être nominé 2 fois de suite, ce n'est pas facile. Parce que dès qu'on quitte la sphère des films d'école, on rentre dans le professionnalisme. Et puis, la compétition est au plus haut niveau. Pouvoir s'inscrire jusqu'à ce niveau, il faut la remercier. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'appui. Et puis, elle est là, c'est pas elle seule. Il a fallu toute une équipe, c'est une industrie pour l'accompagner. Et c'est tous ces jeunes-là qu'il faut quand même remercier d'abord pour ce qu'ils ont fait de se voir nominés jusqu'à ce niveau. Et ensuite, maintenant, mettre en place une politique pour renforcer, les révéler davantage, pour les imposer comme des figures de proue dans le cinéma africain. Elle était l'année dernière avec Isabelle. Cette année, elle présente Charles Lonnel, une série qu'on a tous suivie. Ouais. Kismat Baguiri, je l'appelle l'Amazon du cinéma béninois, parce qu'elle fait toujours l'effort. Mais moi, c'est ce qui ne va pas là, que j'aime mettre l'accent sur ça pour que les choses aillent. Toutes ces 2 séries, celle de l'édition passée aujourd'hui, c'est des séries ivoiriennes. Et quand Kismat est là, elle nous représente, elle porte les couleurs du Bénin. Elle a été distinguée spécialement à la soirée des stars à la mairie de Ouaga pour l'édition passée. Voilà, on a les images à l'écran. Voilà. Donc nous sommes là maintenant pour la supporter quand nous allons à FESPACO. Je sais comment ça se passe, Christian est là pour confirmer. On dit, on regarde dans la programmation, quels sont les films béninois, dans quelle salle, tous nous allons pour aller supporter nos vaillants guerriers du 7e art béninois. Allez, la catégorie Soukabe maintenant, Isiaka Sani, voilà, avec sa production Frères et Sœurs. Oui. Qui est un court-métrage. Ouais, c'est un court-métrage. Oui, ben, c'est ce qu'on dit, c'est toujours un Béninois qui arrive à s'imposer. Bon, cette catégorie, elle est un peu à l'écart parce que ça n'est pas partie des catégories officielles, mais c'est aussi une plateforme qui permet de découvrir ce que nous faisons, ce que font les jeunes créateurs, les cinéastes africains.
Allez, on va embrayer maintenant sur la catégorie diversité avec quelqu'un qui a fait parler de lui récemment en France, au Festival de Cannes, Simon Moutaïrou, que vous connaissez très bien. Oui, avec un magnifique film. Ah oui. Son film, voilà, Ni chaîne ni maître. Voilà, donc sur la ligne de départ pour le FESPACO 2025. Un mot là-dessus? Oui, voilà, c'est des genres de projets qui s'imposent. Ce pas des projets qui se font en 1 an, 2 ans. Ce pas des films qui se font en 3 mois, 6 mois. C'est des œuvres d'art d'un certain niveau qui méritent d'être vues. Et moi, je pense que ce film, si le gouvernement pouvait aider, que ce film soit diffusé, distribué, et qu'on puisse le faire voir à tous les Béninois du sud au nord, comme on a eu à le faire pour Africa Paradis. C'est un moyen aussi d'encourager de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, des enfants à s'investir dans ce domaine. Parce que il faut le reconnaître, le cinéma est une arme de communication, une arme très puissante de communication, de sensibilisation et d'éducation. Et le pays qui sait le faire le mieux, c'est les États-Unis. Ils passent presque tout leur message à travers le cinéma. Avec les armes du cinéma. Et je pense que comme nous avons comme pilier de développement du pays, le tourisme, ce serait vraiment idéal que le cinéma vienne en renfort pour promouvoir le tourisme béninois. Si on prend les choses comme ça, je peux vous assurer que dans les 5 ou 10 années à venir, le Bénin s'imposera sur le toit du monde en ce qu'il est du tourisme béninois, mais aussi révéler le pays et nous permettre d'engranger les bénéfices de tous les investissements qu'on remarque ces derniers temps-ci. Voilà. Oui, très rapidement. Ni chaîne ni maître est un film qui est hors compétition. Oui, bon. Et moi, je serai encore plus en joie quand je vais espérer que peut-être le plus grand trophée, la plus grande distinction du FESPACO, je vais espérer que bon, peut-être on va rentrer au Bénin avec ce trophée. Mais depuis 2017, que notre grand frère Sylvestre Amoussa a eu les talons d'argent, jusqu'à aujourd'hui, le plus grand prix convoitisé par le monde entier, les talons d'or n'est jamais venu au Bénin. Si c'est par exemple la compétition officielle, on va battre. C'est pas pour dire qu'on ne supporte pas ça, mais l'engouement là, ça reste et il faudrait que nos gouvernants mettent une politique en place pour que les éditions prochaines, nous puissions être de la partie. Je dis des pays, des moindres, excusez-moi, quand je dis des moindres, c'est pas pour minimiser, mais je les compare par rapport aux réalités quand je vais dans ces pays, ce que je vois, pour que, en tant que pays invité d'honneur, si par exemple l'édition prochaine, notre gouvernement avec toute l'énergie que nos dirigeants mettent dans la culture arrive à être pays invité d'honneur de l'édition prochaine, c'est une porte d'ouverture pour tous les cinéastes béninois. Merci. On vous aurait compris. On va prendre quand même très rapidement l'avis des autres invités, même s'ils ne sont pas du secteur du cinéma. Eric, sur cette représentativité du Bénin au FESPACO 2025. Oui, au fait, je suis fier d'entendre les acteurs du domaine s'exprimer en ces thèmes. Ça me réjouit et je suis fier de mon pays. Et je ne peux que vous encourager à faire davantage afin que le pays soit révélé davantage aussi. Abigail? Je suis plus que ravie parce que bien sûr que j'adore le cinéma. Après la lecture, c'est le cinéma mon truc. J'ai toujours rêvé d'être actrice. Donc, je vais aller voir le film. Charles O'Neill, je ne suivais pas, mais je vais commencer par suivre. Voilà. Vous avez 2 réalisateurs en plateau. Bon, ils peuvent rendre réels vos rêves. Évidemment, parce qu'il faut adapter un roman au cinéma. Absolument. Et lorsqu'on l'adapte, il faut bien qu'on habille nos comédiens. Voilà. Donc vous avez des partenaires en plateau. Ce qui m'a impressionné chez elle, du fait qu'elle a aimé le drame. Ouais, c'est rare d'avoir ça chez les femmes. Ouais. Je suis un homme, monsieur réalisateur, mais j'avoue que c'est pas mon fort. Okay. Parce que je pleure vite. Ou bien, quand tu vas au lit, tu vas commencer par te battre toi seul contre les... Faire des cauchemars. Sachant bien que c'est un film. Ça accompagne. Donc, quand une femme dans s'aventure sur ce terrain-là, il faut la respecter, la saluer. Peut-être qu'un jour, ils vont réaliser Noces d'enfer. Qu'on peut faire avec. Ah, écoutez,
Wanounoukpo, merci d'être venu sur ce plateau. Ensemble, nous avons parcouru la représentativité du Bénin au FESPACO 2025 qui sera la 29e édition et surtout évaluer nos chances dans cette compétition-là. Votre apport, votre contribution sur ce plateau a été quand même assez éloquente. Merci d'avoir été là. Merci Eric pour votre rubrique. On retient qu'on va revenir quand même sur les potentialités du secteur de la formation en stylisme et modélisme. Noénie Saint-Idjo, grand missionnaire du 7e art et son Sikao. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va dire, on se retrouve au FESPACO. Au FESPACO, ce sera avec plaisir. J'espère que tu seras avec nous. À cette édition, sinon c'est lui qui installait le stand du Bénin. Non, on va faire un plaidoyer pour vous, pour que le Bénin ait un stand au FESPACO. Nous avons réservé des plateformes parce que je serai là avec un projet béninois aussi. Super. Merci également Abigail et plein succès à votre roman. Portez-vous bien, merci de nous avoir suivis. C'était le rendez-vous de midi. Quand il sonnera midi, demain, je serai encore là avec le même bon plaisir. Bon midi derrière le JT 13h. Salut! C'était votre programme présenté par la compagnie Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie.